Ronald Logan King décide en dernier recours de supprimer sa tante Frances, il ne peut s'empêcher d'avoir un sursaut de conscience. Car après tout, ça n'est pas une méchante femme. À la mort de ses parents, tués dans un accident d'avion, elle a non seulement pris le petit garçon qu'il était chez elle, mais elle l'a en outre élevé comme son propre fils. C'est là justement l'ennui, se dit souvent Ronald. Vieille fille et avide d'affection, elle a un peu tendance à le considérer comme un compagnon envoyé par Dieu pour ses vieux jours. Bien qu'elle croie sincèrement tout faire pour son bien, Ronald estime évident qu'elle tient tout simplement à le garder à sa charge de peur qu'il ne lui échappe, la rendant ainsi à sa triste solitude. En tant que dernière héritière des Howard, elle est multimillionnaire en dollars. Et malgré cela, Ronald doit se contenter du maigre argent de poche qu'elle lui alloue chaque mois. Naturellement, il est logé, nourri, blanchi, et ce, dans des conditions fort luxueuses. Mais, aussi longtemps que tu te refuseras à avoir un vrai métier, un de ceux pour lequel tu as été soigneusement préparé, a-t-elle coutume de décréter, je dois à ma pauvre sœur de ne pas gâter son fils par excès d'indulgence. En réalité, Ronald a un métier. 4 années durant, au Laguna College, il a travaillé comme une bête pour devenir comptable. Mais il n'a pas réussi à obtenir le diplôme de fin d'études. Il est, à vrai dire, beaucoup plus passionné par ses activités de maître nageur du club local et ses sorties en mer pour la pêche sous-marine. Bref, il ne s'est jamais fait remarquer par son amour des chiffres. Prendre le poisson au harpon ou pêcher la blonde à pied sec est une occupation tellement plus agréable. Aussi le trouvons-nous à l'âge de 29 ans, vivant de $600 par mois, net d'impôts, et sous la coupe assez rude de sa tante Frances. Non, évidemment, $600 par mois peuvent paraître une assez jolie somme à certains, mais les jolies filles que fréquente Ronald et qui se donnent poétiquement le nom de modèle ou de mannequin boivent sec des choses très coûteuses. À croire que leur contour agréable cache du papier buvard. Et une seule soirée passée en ville peut facilement épuiser d'un seul coup l'allocation d'une semaine. Et devant les divers prétextes allégués par Ronald pour obtenir davantage d'argent, la tante Frances est toujours restée inflexible. « Je serais ravi de te voir mariée à une jeune fille vraiment gentille et de bonne famille, » déclare volontiers tante Frances à son neveu, qui n'en croit pas un mot d'ailleurs. « Dans ces conditions, naturellement, j'augmenterai ta mensualité, mais je te préviens, à la moindre tentative de retour à ces femmes vulgaires qui meublent ta vie de célibataire, je te coupe aussitôt les vivres. Parce que, vois-tu, Ronald, j'ai bien l'intention de protéger ta future femme, quelle qu'elle puisse être en réalité. Une jeune femme ne peut pas faire face toute seule à une telle situation. » Ce qui signifie, en clair, qu'elle ne le laissera jamais se marier sans lui imposer certaines contraintes impossibles à accepter pour quelqu'un de son tempérament. En d'autres termes, tante Frances le tient financièrement et ne le laissera jamais s'éloigner d'elle. La solution idéale pour Ronald, voir sa tante Frances disparaître. Mais il semble difficile de pouvoir compter sur une cause naturelle de décès. Tante Frances est encore à 60 ans, en excellente santé et descend par ailleurs d'une famille réputée, sauf accident, pour sa longévité. Tenez, son père à elle vit toujours. Il vient de se remarier à l'âge de 87 ans. Jamais Ronald n'a osé s'informer si elle a toujours son grand-père, mais il le soupçonne de trotter encore quelque part dans le Devon. En matière d'assassinat, naturellement, Ronald n'a encore aucune expérience personnelle, mais, chose assez paradoxale, il s'y connaît en revanche assez bien en complot pour en avoir organisé un certain nombre au collège avec la complicité de son ami Ferdy.
Ah, Ferdy et lui formaient une sacrée équipe, au point que toute l'école les surnommait la tête et les jambes. Ronald, petit, nerveux et plein d'ingénieuses idées et d'intrigues contre l'administration du collège, trouvait un complément parfait en Ferdy, costaud, un peu naïf et, une fois engagé dans une affaire, loyal jusqu'à la mort envers son habile ami. Lorsqu'il se trouvait pris en flagrant délit, ce qui était rare, Ronald tissait une toile d'araignée de mensonges mêlés d'alibis qui aurait confondu une cour suprême de justice, tandis que ce bon vieux Ferdy se contentait de serrer ses lourdes mâchoires en refusant de reconnaître quoi que ce fût, y compris son nom. 8 ans après la fin de leurs études, ils sont toujours copains. Chaque samedi matin, Ferdy survole la propriété Howard dans son avion de tourisme, agitant les ailes et faisant même quelques acrobaties. La tante Frances fronce les sourcils de contrariété, mais Ronald adresse des signes de la main à son ami, oubliant dans sa joie de voir le frêle engin se dessiner sur le ciel que cet avion accentue encore le contraste existant entre la liberté de Ferdy et ses propres chaînes. Non que Ferdy soit riche. Il a simplement une bonne situation chez son père, un homme qui permet beaucoup de choses comparativement à tante Frances. Peu de gens appelleraient prison une propriété de 20 hectares dans Santa Barbara, et pourtant, c'est ce que pense Ronald. Toute chose est subordonnée à l'usage qu'on en fait. Son premier et seul sursaut de conscience fermement étouffé, Ronald se met à chercher comment assassiner sa tante. Féru de littérature policière, il a une bibliothèque bien fournie dans laquelle il peut pêcher à son gré. Naturellement, les meurtres ainsi racontés échouent plutôt en principe. Mais du moins, les romans policiers lui présentent-ils, à défaut d'une vraie bonne idée, les erreurs à ne pas commettre. Davantage motivé que pour l'étude des principes de la comptabilité, Ronald apprend ainsi énormément de choses sur les procédés de la police et sur ce que celle-ci recherche quand elle tente de résoudre le mystère d'une mort suspecte. Le mieux, en conclut-il, est de mettre sur pied un accident. Parce que, même si on est maladroit, il reste généralement assez de doutes pour faire hésiter un jury. Mais quelle idée d'accident trouver? Tante Frances ne chasse pas, ne pêche pas, ne monte pas à cheval. Mauvaise note pour une demoiselle de bonne famille et de souche anglaise, pense Ronald avec aigreur. Tout ce qu'elle a jamais su faire, c'est organiser ces stupides expositions de fleurs et offrir le thé à une bande de vieilles toupies. Pendant plusieurs semaines, Ronald cherche une solution. Puis, quelques lignes lues dans un journal font en lui leur chemin. Il était en effet question d'un avion de l'armée qui aurait laissé tomber, on ne sait trop comment, un de ses réservoirs d'ailes sur Los Angeles. L'énorme morceau de métal a bien failli décimer une famille massée autour de son barbecue dans le jardin. Ces gens ont eu beaucoup de chance. Les statistiques, semble-t-il, démontrant que tout objet tombant sur Los Angeles rencontre en principe obligatoirement un barbecue. Toujours est-il que Ronald a trouvé son idée. Comme c'est simple. Ce bon vieux Ferdy, comme d'habitude, survolera la maison. Seulement, cette fois, quel garçon négligent. Il se trouvera quelque chose de lourd et de mal assujetti dans le cockpit. Un outil, par exemple, qui tombera d'une hauteur de 500 ou 600 mètres pour rencontrer, à la suite de circonstances soigneusement mises au point, le crâne de tante Frances. Mais Ferdy acceptera-t-il? Ronald espère malgré tout pouvoir convaincre son ami. Après tout, Ferdy n'aime pas spécialement tante Frances qui le traite toujours en paysan, qu'il est d'ailleurs.
En effet, il descend d'immigrants germano-roumains. De plus, à son contact, Ferdi a acquis des goûts dispendieux. La possibilité de gagner dans cette affaire un peu d'argent devrait le séduire. Ronald n'a qu'à lui promettre une somme rondelette après la mort de sa tante, et la lui donner, vraiment. Mais il en aura les moyens. Il est son unique héritier. Il fixe rendez-vous à Ferdi dans un bar, à l'autre bout de la ville. À quoi bon tergiverser? Ronald entre aussitôt dans le vif du sujet. « Mais je pourrais jamais atteindre ta tante d'une hauteur de 600 mètres !» proteste aussitôt Ferdi après l'avoir écouté. « Mais naturellement, gros bêta, je le sais bien. Aussi m'occuperai-je de la frapper moi-même. Mais nous serons, toi et moi, les seuls à le savoir. Toi, tu n'auras rien à craindre. Tout ce que tu auras à faire sera d'admettre que tu te livrais à quelques acrobaties au-dessus de la propriété. On te montrera l'objet ou l'outil qui l'aura frappé, et tu le reconnaîtras comme t'appartenant. Et quand on te dira que cet outil a tué une femme, tu prendras un air horrifié et désolé. « Et qu'est-ce qu'on me fera à moi ?» demande Ferdi, assez mal à l'aise. « Mais que diable pourrait-on le faire, puisque ce sera un accident ? Bon, évidemment, on te retirera peut-être ta licence pour un petit bout de temps. En mettant les choses au pire, tu peux même avoir quelques mois de prison. Mais nous en avons déjà fait de la prison tous les deux, hein? Et je te donnerai 100 000 $ dès que j'aurai hérité, sans parler de tout le fric que j'aurai à dépenser plus tard, pour nous deux. » Ferdi n'est finalement pas très difficile à convaincre. À cette nuance près qu'il faut toujours lui donner 2 fois la même explication pour qu'il comprenne bien. Ferdi, rappelle-toi seulement que l'outil est tombé de l'avion alors que tu faisais des loopings ou ce que tu voudras d'autre. Personne ne pourra prouver que c'est pas arrivé de cette façon. J'irai te voir demain et je trouverai quelque outil approprié dans tes affaires, d'accord? Bon, d'accord. Chez Ferdi, le lendemain, Ronald fouille dans une grande boîte à outils. Son choix se porte sur un marteau à grosse tête et à minces manches d'acier. Parfait. Parfait. Tu vois pourquoi? Hein? Évidemment, répond Ferdi. Un truc comme ça qui tombe de 600 mètres, ça tuera un éléphant. Oui, non, mais il y a mieux. Écoute-moi, ce marteau, à peu de choses près, est fait comme un obus. Un seul regard sur cette tête lourde et ce manche mince convaincrait n'importe qui. Ronald s'interrompt un instant avant de remarquer. Et pourtant, je ne peux pas le balancer par le manche. Ce serait fatal. Comment ça, fatal? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu comprends pas? Voyons, Ferdi, il faut que je la frappe exactement de la même façon que si le marteau tombait sur elle. Ces experts médicaux sont tellement habiles, ils se servent de tout ce qui peut exister, microscope, produits chimiques et tout le tremblement. Je l'ai lu quelque part, ça. Non, il vaudrait mieux par conséquent que j'attache le marteau à un bâton. Je pourrais ainsi la frapper sur le dessus du crâne, comme si le marteau était tombé d'en haut. Le visage taciturne de Ferdi s'éclaire. « Ah, maintenant je comprends. Oh tu penses à tout, hein? Naturellement que je pense à tout, voyons. Je pense à tout, et toi tu exécutes. À nous deux, nous formons une équipe formidable. Alors souviens-toi, Ferdi. Tu as cloué une natte sur le plancher du cockpit et t'as oublié que le marteau était resté là. Mets-y quelques clous aujourd'hui, de sorte que si quelqu'un regarde plus tard, il y voit bien quelques petites têtes brillantes. Attention, il ne faut rien négliger. Ah, très bien. Ah, autre chose, dit Ronald, qui essuie soigneusement le manche avec un chiffon, puis le tend à Ferdi. Mets tes empreintes sur le manche, il faut pas qu'on y trouve les miennes. Ferdi tente une main épaisse qu'il retire aussitôt comme si l'acier soudain était devenu brûlant. Moi j'aime pas beaucoup ça, mes empreintes sur l'arme d'un crime. Mais Ferdi, ce sera pas un crime, simplement un accident. N'oublie jamais ça, un accident. Et si tes empreintes ne se trouvaient pas sur le manche d'un marteau que tu viens d'employer pour travailler sur l'avion, la police aurait tout de suite des soupçons. Quant à mes empreintes à moi, on ne les verra pas parce que je suis un garçon assez malin pour ne toucher à rien de la scène de l'accident.
Ronald, si on m'accuse... Ne sois pas idiot, Ferdy. Écoute-moi, l'aéroport fournira ton alibi. Une douzaine de personnes au moins pourront témoigner qu'à l'heure de la mort de ma tante, tu te trouvais à bord de ton avion à 500 ou 600 mètres d'altitude. À propos, ne monte pas plus haut, hein. Il se peut que je ne sois pas capable de frapper aussi fort qu'une chose tombant de 1500 mètres. Alors, ne te fais pas de bile, Ferdy. Tu sais bien que tu peux avoir confiance en moi. Ferdy le sait bien, en effet. Ronald ne l'a jamais laissé condamner seul. Bon, d'accord. Et il prend le marteau. Le samedi suivant, alors que tante Frances se repose dans son jardin en lisant un magazine, un avion léger apparaît au-dessus des champs, bourdonnant comme un gros insecte. Tante Frances bougonne et retourne à sa lecture. Un de ces jours, elle enverra le chauffeur porter un mot de protestation aux autorités locales au sujet de cet ami de Ronald, vraiment importun. Au même instant, son neveu, voyant les acrobaties aériennes de Ferdy et notant qu'aucun des domestiques ne se trouve là, comprend que l'heure a sonné. Il se glisse silencieusement derrière la vieille dame. Il tient à la main le marteau soigneusement attaché à l'extrémité d'un morceau de bois. Il calcule la distance, prend son élan et frappe avec le sommet de la lourde tête de métal. Sans un cri, tante Frances s'écroule sur le marbre de la table de jardin, tachant de sang son magazine. Rapidement, mais calmement, Ronald coupe la ficelle qui lie le marteau au bâton et en ramasse tous les morceaux, en prenant bien soin de ne pas toucher au marteau lui-même, qu'il laisse sur l'herbe près du corps de sa tante. Il jette ensuite les bouts de ficelle dans la chaudière et le morceau de bois dans le bûcher parmi des centaines d'autres. Puis, il découvre l'accident et téléphone à la police. La ficelle sera en cendres bien avant que les policiers ne soient là. Ils arrivent pourtant rapidement. Beaucoup de photos sont prises. Tout le monde est interrogé. Quand il en ressort qu'aucun rôdeur n'a été aperçu dans les parages, Ronald pense qu'il est grand temps de parler de l'avion. Par chance, Madame Morgan, la cuisinière, le devance. Ronald n'a plus qu'à ajouter que Ferdy Harris en est le pilote. Ce farceur fait toujours un peu le pitre chaque samedi au-dessus du pays. On dirait que votre ami a été diablement négligent, remarque le lieutenant de police. Je parierais que ce marteau est tombé de son avion. Oh, mais vous devez avoir raison, s'exclame Ronald. Je n'y aurais pas pensé, mais je savais bien que cela ne pouvait être qu'un accident, n'est-ce pas? Personne n'aurait voulu faire du mal à tante Frances, la pauvre, ajoute-t-il d'une voix mal assurée. La pauvre. Mourir d'un aussi stupide accident. Il n'y avait pas une chance sur 1 million. Le policier approuve. La vieille dame n'a vraiment pas eu de chance. Mais le lendemain, tard dans l'après-midi, un autre policier se présente, nettement moins sympathique. Un certain Capitaine Swim. « Nous avons interrogé Davis, dit-il. Il a reconnu son marteau. Il dit qu'il a dû tomber de l'avion pendant une acrobatie. » Ronald hoche tristement la tête. Pauvre Ferdy, il doit être complètement effondré. Assez, oui, réplique le policier. C'était pourtant un coup bien monté. Pardon? Que voulez-vous dire? Vous ne connaissez pas le coup du porte-plume, jeune homme. Vous avez commis une erreur. Une erreur? Demande Ronald tout ébaubi. Eh oui.
Voyez-vous, mon garçon, il y a un certain nombre d'années, quelqu'un décréta qu'il était stupide de laisser la plume d'un stylo arriver au sol sur la pointe chaque fois que celui-ci tombait sur le sol par accident. Pour remédier à cet état de choses, le plaisantin proposait d'en alourdir l'autre extrémité. Le stylo tomberait alors la pointe en l'air. Voyez-vous? Alors, si vous prenez un marteau comme celui qui a tué votre malheureuse tante et que vous le lâchiez dans le vide, il va tomber exactement de la façon dont vous le teniez au départ. Tête en haut, tête en bas, horizontalement ou en biais. Si vous en doutez, jeune homme, imaginez cette tête reliée au manche par un simple fil. Tombera-t-elle plus vite que le manche si vous tendez le fil? Non. Galilée l'a démontré il y a plus de 300 ans. Le cerveau de Ronald travaille à toute allure. Enfin, si le marteau peut tomber dans n'importe quelle position, alors pourquoi pas dans celle-là, la tête en bas? Le policier lui adresse un sourire glacial. J'ai dit qu'il tomberait comme cela si vous le lâchiez dans le vide. Dans ce cas, un objet pesant 50 grammes et un autre pesant 1 tonne arriveront ensemble au sol. Mais dans l'atmosphère, celui qui offre le plus de résistance tombe le plus lentement. Et dans le cas qui nous intéresse, ce sera la tête du marteau. Si celui-ci était vraiment tombé d'une hauteur de 500 ou 600 mètres, il se serait tourné le manche en bas après 1 ou 2 secondes de chute, et le crâne de votre tante aurait été percé par ce manche au lieu d'être écrasé par la tête. Nous venons d'en vérifier l'exactitude avec l'hélicoptère de la division. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Ronald reste un moment silencieux. Ses lèvres décolorées remuent sans rien dire, puis il répond d'une voix sourde. Ferdi est innocent. Il ne fait que se taire et se montrer fidèle. Les traits du capitaine s'adoucissent une seconde, et c'est d'un ton moins brusque qu'il dit « On m'a dit que vous aviez fait des études de comptabilité, mon garçon. Vous auriez dû faire des études de physique. Est-ce que vous savez quelle a été la dernière phrase prononcée par Galilée un peu avant de mourir? Non. Et pourtant, elle tourne. Tout de suite remarqué. Parti de Londres pour Sydney, nous avons embarqué sur le paquebot Baranda depuis plus d'1 mois. Voir un nouveau visage est donc un événement. Je pense que l'étranger a dû monter à bord à Auckland, Nouvelle-Zélande, dans l'après-midi pour les 5 jours de voyage qu'ils mèneront à Sydney. Ses vêtements sont cossus. Sa démarche et sa façon de regarder autour de lui dénotent un homme habitué à commander. Mais ses petits yeux cupides, le double menton gras qui déborde de son col, ne l'avantagent guère. Je note que son apparition intéresse également Charlie Conroy, dont j'ai fait la connaissance à bord. Charlie est un homme agréable, aimable, plus enclin à écouter les autres qu'à parler de lui-même, ce qui est rare de nos jours.
Mais j'ai appris qu'il est ingénieur des mines et que dans sa jeunesse, il en a vu de dur dans ce que les Australiens appellent l'outback, pour qualifier les régions primitives et désertiques de ce vaste continent. Le visage ouvert et amical, les yeux bleus profondément enfoncés sous des sourcils broussailleux, Charlie a ce regard des gens habitués à voir à longue distance. Je l'envie sincèrement, car il a le don de se faire des amis. On a l'impression qu'il ne pourrait sciemment blesser qui que ce soit. Aussi, à bord, tout le monde l'aime. Nous avons pris l'habitude de jouer aux cartes le soir, ou simplement de rester assis à bavarder dans la salle de jeu. Mais depuis l'arrivée de l'étranger, qui, je viens de l'apprendre, s'appelle Rawson, le comportement de Charlie est devenu quelque peu bizarre. Quoi qu'il fasse, il ne peut s'empêcher de lever constamment les yeux pour regarder Rawson. C'est tellement curieux que moi, à la place de Rawson, je m'inquiéterais. Ce soir, nous sommes tout proches du continent. Depuis que nous avons quitté les grands fonds, la mer bouge un peu plus. Le bateau a de brusques embardées à chaque coup de roulis ou de tangage. Ce n'est pas terrible, mais après la régularité de la marche à laquelle nous étions habitués, c'est un peu déconcertant. Après les tours habituels, comme de sortir une carte de la poche d'un des assistants, voici qu'il en fait un que je n'ai jamais vu. Les autres, pas plus que moi, n'ont l'air de comprendre comment il s'y prend. Charlie, penché en avant, le regarde avec une attention soutenue. La dernière fois que j'ai vu faire ce tour, c'était à Summit, s'exclame-t-il d'une voix forte. Tout le monde se tourne vers lui. Summit? S'étonne à son tour McGill, un de nos compagnons de voyage. Vous y avez été? Avant que Charlie puisse répondre, Denison se lève. Voyons, mes amis, c'est notre dernière soirée à bord. Faisons quand même une partie. On rapproche les tables et nous sommes présentés à Rawson. Denison appelle le garçon et commande 2 bouteilles de champagne. Et McGill se tourne vers Charlie. Ainsi, vous êtes un chercheur d'opale. Plus maintenant. J'ai fait ça il y a une 30aine d'années, et puis j'en ai eu plein le dos. Ah, comme moi, je vois, répond McGill. Il est vrai que c'est un pays dangereux, à des centaines de kilomètres de toute civilisation, tout au bord du grand désert. On peut y faire cuire un œuf dans une pelle au soleil. Il faut être un dur pour y tenir le coup. Charlie approuve. Comme beaucoup de millionnaires, McGill est ravi de parler de ses débuts difficiles. « Y avez-vous fait fortune ?» demande alors Denison à Charlie. « Oui et non, » répond lentement celui-ci. « J'ai travaillé à Summit presque une année avec Dan Organ, un vieux du métier, et un jeune type, Angus MacDonald, qui arrivait d'Écosse. Angus n'y connaissait pas grand-chose, mais il était travailleur, et nous faisions du bon boulot. » Vous voulez dire que vous avez trouvé des opales? Demande McGill. Oui. Mais oui. Nous avons tenu le coup jusqu'à ce que nous en ayons une 50aine de kilos. Ça ne paraît pas énorme, mais l'opale de feu orange de qualité supérieure se vendait à l'époque plus de $60 les 10 grammes. Nous avions gagné là une petite fortune que nous allions partager à 3. Jamais je n'ai vu Charlie si bavard. J'ai le net sentiment qu'il a une intention précise et que cette intention concerne Rawson. Mais ce dernier paraît tout à fait à son aise. Ses petits yeux observent Charlie,
Je ne sais si c'est un effet de mon imagination, mais j'ai l'impression que son regard est méprisant. Je n'oublierai jamais la dernière soirée que nous avons passée au camp. Continue Charlie. Nous étions assis autour de la table, sur des chaises faites de caisses à bougies. J'ai connu ça aussi, commente McGill. Nous avions donc pesé toute notre pâle, répond Charlie. C'était un spectacle, je vous l'assure. Et après avoir partagé et nous être raconté toutes les belles choses que nous allions entreprendre grâce à l'argent que l'opale nous rapporterait, nous nous sommes installés pour une dernière partie de poker. Après 1 heure de jeu environ, je n'avais rien perdu. Angus, lui, avait perdu, mais très peu. C'était un joueur prudent. Organ, qui, lui, avait perdu un bon paquet, était de très mauvaise humeur. De toute manière, il n'a jamais été bon perdant. Quand finalement je l'invitais à étaler ses cartes et que je ramassais un tas gros comme votre chapeau, il était littéralement livide de rage, hors de lui. J'avançai la main sur la table pour rassembler les cartes, lorsqu'en un éclair il sortit un couteau que je vis arriver trop tard. Vif comme l'éclair, il l'abaissa pour le planter de toutes ses forces dans ma main, qu'il cloua à la table. Des gouttes de sueur perlent au front de Charlie. Ses yeux enfoncés brillent comme 2 points lumineux. Il frappe soudain la table de sa main droite pour nous la faire voir, et nous sursautons tous. C'est une large main aux doigts longs. De la base des doigts au poignet s'allonge une cicatrice uniformément livide. Je vois presque le couteau à 2 tranchants la clouant à la table. « Alors, qu'avez-vous fait ?» demande l'un de nous. Je ne pouvais pas faire grand-chose. Organ criait après moi, me traitant de tricheur. Il était très fort pour manipuler les cartes. Il prétendit que j'avais caché un as que j'avais fait glisser dans ma main. Je compris immédiatement où il voulait en venir. J'essayai d'avertir Angus, mais ce fut inutile. Il ne voulut pas me croire. « Allez rassembler nos affaires !» lui cria Organ. « Je ne veux pas dormir une nuit de plus avec ce sale tricheur. Il fait pleine lune et nous marcherons dans la fraîcheur. »« Mais donnez à Charlie ce qui lui revient !» protesta Angus qui paraissait scandalisé. « Nous ne pouvons pas le laisser ainsi. » Organ le prit par l'épaule. « Écoutez, jeune homme, par ici, pour les tricheurs, la justice est sommaire. C'est à moi de régler ça. Maintenant, allez !» Il le poussa dehors. Pendant ce temps, j'essayais de la main gauche de retirer le couteau, mais sans parvenir à le faire bouger. La douleur était atroce et mon sang coulait sur la table. Organ s'approcha de moi en balançant une pioche à la main. Quand je compris ce qu'il allait faire, je hurlai, mais rien ne l'arrêta. Il enfonça le couteau jusqu'au manche. En ce qui me concerne, je m'évanouis. Et lorsque je revins à moi, j'étais seul. Nous avons tous les yeux fixés sur Charlie. Nous attendons la suite. Comment Charlie s'est-il tiré de cette situation ? Pourquoi, surtout, raconte-t-il aujourd'hui cette histoire ? Quand on se trouve seul en pareille situation, il se passe en soi quelque chose d'étrange, poursuit Charlie. Tout d'abord, j'étais décidé à me laisser mourir. Je restais assis tout au long de ce premier jour, plongé dans une sorte d'hébétude. Puis, dans la fraîcheur du soir, je m'éveillais soudain,
C'était comme si j'avais rassemblé toute mon énergie en vue d'un effort. La souffrance que m'infligeait mon bras avait diminué et s'était transformée en une douleur sourde. Par chance, le couteau était entré droit entre les os. Aucun organe vital n'était atteint et, comme ma main était serrée contre la table, l'hémorragie s'était arrêtée. Mais que pouvais-je faire? Je n'avais aucun outil ni instrument d'aucune sorte pour soulever le couteau et le sortir des épais madriers qui constituaient le dessus de la table. Le camp n'était qu'à 3 kilomètres de la piste principale, mais il y avait encore à couvrir plus d'une centaine de kilomètres pour arriver à la ville la plus proche. Cependant, si je restais là où je me trouvais, je n'avais plus que quelques jours à vivre. La question posée portait en elle-même sa réponse. Bien que la piste ne fût utilisée que par des prospecteurs et des agents du gouvernement, je devais y aller et miser sur la chance d'être trouvé. Il me fallut 2 jours pour couvrir la distance qu'un homme, sans se presser, peut parcourir en un peu plus d'1 heure. J'avais à porter en équilibre sur ma tête le dessus de la table. Vous ne me croirez pas, mais à l'instant même où je me disais qu'il fallait renoncer, que je ne pouvais pas faire un pas de plus, j'éclatais de rire. C'est la vérité, mes amis. Je m'assis et je me mis à rire à gorge déployée. Voyez-vous, peut-être est-ce notre salut de pouvoir rire. Je sais qu'il en fut ainsi pour moi. J'atteignis la piste et je m'évanouis. Quand je repris connaissance, 2 hommes blancs et un indigène m'entouraient et s'occupaient de moi. Je leur racontais ce qui s'était passé. C'étaient des prospecteurs et ils avaient des chevaux de trait et de charge. Nous partîmes sur les traces de Organ à toute vitesse, mais c'était trop tard. Nous savions ce que nous allions trouver et nous le trouvâmes. Organ n'avait pas perdu de temps. Angus et lui avaient passé la première nuit dans un ravin, sous un escarpement rocheux, au pied duquel gisait Angus. Charlie doit s'arrêter. Il est incapable de continuer, et tandis que Denison lui remplit son verre, nous allumons cigares et cigarettes. L'horreur de cette terrible histoire semble être amplifiée par le décor élégant de la salle du paquebot luxueux où nous l'écoutons. Elle en est d'autant plus épouvantable si c'est possible. Mais comme aucun d'entre nous ne dit mot, Charlie, au bout d'un moment, reprend la parole. Apparemment, Angus s'était avancé trop loin sur les rochers et avait fait une chute. Il était blessé à la tête. C'était du moins ce que Organ désirait faire admettre, mais, à la vérité, il avait frappé son compagnon avec un énorme bloc de pierre, profitant sans doute de son sommeil. Nous explorâmes en vain les alentours pour retrouver cette pierre. Cependant, tandis que nous creusions une tombe, l'indigène se mit en quête. Ces gens-là voient des choses qui nous échappent. Nous n'avions pas fini qu'ils rapportaient la pierre. Il ne nous restait plus qu'à rattraper Organ, puisque nous détenions la preuve de son forfait. Lorsque nous soulevâmes Angus, il poussa un gémissement. Nous en reçûmes un tel choc que nous fûmes à 2 doigts de le laisser tomber. Après l'avoir déposé, l'un des hommes posa son oreille contre la poitrine du blessé. Il était encore vivant et nous avions failli l'enterrer.
Bref, nous avons campé là pour soigner Angus jusqu'à ce qu'il fût transportable, et quand nous reprîmes la route, il fallut aller très lentement. Nous avions peu de chance de le sauver, mais nous l'amenâmes jusqu'à des contrées civilisées dans un hôpital. Et il s'en sortit. Tandis que Charlie raconte son histoire, j'ai le sentiment qu'il va se produire quelque chose. Quoi? Je n'en sais rien. Mais je suis absolument certain qu'il a une petite idée derrière la tête. Et si son histoire s'arrête vraiment là, je m'interroge sur le résultat qu'il voulait obtenir. Je regarde Rawson. Il garde les yeux rivés sur Charlie comme un homme sous hypnose. « Avez-vous pris Organ ?» demande McGill d'une voix vibrante d'émotion. Non, il avait trop d'avance sur nous. Nous ne l'avons pas rattrapé et on ne l'a jamais revu. Mon idée, c'est qu'il a aussitôt quitté le pays. Et Angus MacDonald, qu'est-il advenu de lui? Oh, il a eu de durs moments. Mais par la suite, il s'est tiré d'affaire. Il est marié à présent et il a 2 enfants. Charlie s'interrompt en souriant pour jeter un coup d'œil autour de lui. D'ailleurs, poursuit-il, demain il doit venir me chercher à la descente du bateau. Il sera sur le dock quand nous y entrerons. Avant qu'aucun de nous ne puisse dire un mot, Rawson se lève. Se produit au même instant un fort coup de tangage et nous saisissons tous nos verres. Rawson, pour sa part, trébuche et s'accroche à la table comme il peut pour se retenir de tomber. Son visage est effrayant à voir. Ordinairement rougeâtre, il est à présent verdâtre. « Je ne le sens pas très bien, » marmonne-t-il. « Je regagne ma cabine. » Nous le suivons tous du regard silencieux, tandis que le steward le soutient jusqu'à la porte. Lorsque Charlie dit pour sa part « Je vais me retirer aussi. Il est tard. » Tout le monde se sépare et chacun quitte la salle, pensif. Je mets du temps à m'endormir, et il me semble que je viens seulement de sombrer dans le sommeil, lorsque, d'un sursaut, je m'assois. Je tends l'oreille, mais on n'entend aucun bruit. J'allume. Il est à peine 5 heures du matin. Je ne vois vraiment pas ce qui a pu me réveiller. Et brusquement, je comprends. Les moteurs du bateau se sont tus. Je m'habille à la hâte et je me précipite sur le pont. Un brouillard glacé est suspendu au-dessus de l'eau. L'aube pointe. Je rejoins un groupe de passagers au bastingage et j'apprends ce qui vient de se passer. Rawson a sauté par-dessus bord. Il est resté toute la nuit sur le pont. La bordée de tribord l'a vu pour la dernière fois debout à l'extérieur du bastingage, sur le rebord du dallo. Il a sauté avant qu'on ait pu faire le moindre geste pour le retenir. Le bateau fait des cercles sur l'eau, et quand le soleil se lève, nous restons en cap plusieurs heures avec des hommes à tous les postes de guet. Mais rien n'apparaît sur la vaste étendue de la mer. Plus tard, lorsque j'entends sonner le téléphone dans la machinerie et que le bateau se remet en marche, je ne peux m'empêcher d'éprouver quelque tristesse en pensant à Rawson malgré son crime. Oui, je suis certain maintenant que Dan Organ, c'était lui. Et je me demande à présent
pourquoi je n'ai pas vu Charlie sur le pont avec les autres passagers. Je rentre pour déjeuner. Il n'est pas non plus dans la salle à manger. Il est presque midi lorsque je finis par le rencontrer. Il se dirige vers la salle de jeu. Dennison, McGill et plusieurs autres s'y trouvent pour l'apéritif. Charlie paraît frais et dispos. Visiblement, il a bien dormi. Mais il n'y a pas que cela. Il y a en lui quelque chose qu'il est difficile de décrire et qui n'est pas, j'en suis sûr, un simple effet de mon imagination. Je veux dire qu'il a l'air d'un homme arrivé à son but. Il paraît en paix avec lui-même. Après avoir commandé pour nous les apéritifs aux garçons, il prend un jeu de cartes et, méthodiquement, étale une réussite. « Écoutez, Charlie, dit McGill qui se contient à grand-peine. Cette histoire que vous nous avez racontée hier soir, ce type-là, ce Dan Organ, c'était Rawson, n'est-ce pas? » Charlie retourne une carte et regarde McGill placidement, puis, sans mot dire, hoche affirmativement la tête. « Qu'est-ce que je vous disais ?» s'exclame triomphalement McGill en se tournant vers l'assistance. « Naturellement, vous ne saviez pas qu'il allait se tuer, autrement vous n'auriez pas raconté l'histoire. » « Je ne peux pas dire que je le savais, » répond Charlie en regardant Dennison avec un soupçon de sourire. « Disons que je l'espérais. » Un silence scandalisé accueille ces paroles. Pendant un long moment, personne ne dit mot. « Je ne comprends pas. » remarque encore McGill. « N'auriez-vous pas mieux fait de cacher que vous saviez tout? Rawson serait encore vivant et vous auriez pu le remettre à la police. Angus MacDonald et vous auriez récupéré ce qu'il vous avait volé. Et vous auriez obtenu de substantiels dommages et intérêts. » C'est étrange. McGill fait écho à ma pensée. Je me demande pourquoi Charlie n'a pas agi ainsi. Il continue sa réussite tandis que McGill parle. Cette réussite l'intéresse certainement beaucoup plus qu'aucune discussion. Il lève cependant les yeux. « Je ne désirais pas son argent, » dit-il alors, très calme. « Et de toute manière, qu'aurais-je pu faire sans témoin? Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. » Je le regarde. Il est perdu dans ses pensées. Ses yeux enfoncés ont un regard lointain, à croire qu'il revit le passé. Puis, il prononce ces paroles qui, littéralement, nous coupent le souffle. Voyez-vous, mes bons amis, c'est qu'Angus MacDonald ne viendra pas à ma rencontre quand nous débarquerons. Il était mort quand nous l'avons trouvé.